Dans les entrailles d'une entreprise de logistique tentaculaire, un employé obscur était la risée des cadres supérieurs. Son obsession pour les horaires ferroviaires, jugés excentriques et inutiles, était la cible de leur moquerie incessante. Pourtant, lorsque le chaos numérique s'abattit, paralysant tout le système de planification, c'est cette même mania qui se dressa comme le dernier rempart. Fort d'une mémoire encyclopédique des rouages du rail, il devint l'architecte invisible d'un sauvetage logistique national. Si vous aimez les histoires où l'insignifiant se révèle indispensable, où la passion déjoue la technologie, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Antoine Moreau était une figure discrète, presque transparente, dans le brouhaha incessant du Centre de contrôle de logistique nationale française, LNF. Assis à son bureau modeste, relégué dans un coin moins passant, il passait ses journées à compiler et à mettre à jour des tableaux complexes d'horaires de trains de marchandises. Pour la plupart de ses collègues, et surtout pour la cohorte de jeunes cadres dynamiques qui gravitaient dans les bureaux vitrés des étages supérieurs, son travail était un anachronisme, une relique d'une époque révolue. Dans le monde hyperconnecté de LNF, où des algorithmes sophistiqués optimisaient en temps réel le déplacement de milliers de wagons à travers le pays, la méticulosité obsessionnelle d'Antoine pour des détails apparemment triviaux, le temps de manœuvre en gare de triage de Valenciennes, la capacité de chargement maximale de la ligne Paris-Lyon aux heures de pointe, les correspondances improbables entre un train de charbon et un convoi de pièces automobiles relevaient de l'étrangeté, voire de la pathologie. On le surnommait en catimini l'excentrique du rail, un sobriquet murmuré avec un mélange de condescendance et d'amusement par ceux qui se considéraient comme les véritables artisans de l'efficacité logistique moderne. Antoine, lui, restait imperturbable face à ces railleries. Il avait trouvé dans l'étude des réseaux ferroviaires une forme de fascination profonde, une immersion dans un monde de précision mécanique et d'interdépendance complexe qui le captivait depuis son enfance. Il connaissait par cœur l'histoire de chaque ligne, la topographie de chaque nœud ferroviaire, les subtilités des réglementations d'acheminement. Sa mémoire était une véritable encyclopédie vivante du fret ferroviaire français, un trésor d'informations que personne, au sein de LNF, ne semblait valoriser. Les jeunes loups du management, fraîchement diplômés des grandes écoles, ne juraient que par les tableaux de bord numériques, les indicateurs de performance clés et les présentations PowerPoint aux couleurs vives. Pour eux, la connaissance empirique d'un employé de terrain comme Antoine était obsolète, un vestige d'une ère où l'intuition primait sur les données massives. Lors des réunions d'équipe, lorsqu'Antoine tentait timidement de soulever un point de friction potentiel, une incohérence qu'il avait détectée dans les plans de réacheminement en se basant sur sa connaissance des contraintes physiques du réseau, ces remarques étaient poliment ignorées, noyées sous un flot de jargon managérial et d'affirmations péremptoires basées sur les modèles informatiques. Son chef de service, un homme pragmatique mais peu visionnaire, lui avait un jour conseillé, avec une pointe d'agacement dans la voix, « Antoine, concentre-toi sur tes tableaux. Les algorithmes gèrent le reste. C'est pour ça qu'on les paie cher. » Antoine s'était tu, le poids de son savoir inexploité pesant lourdement sur ses épaules. Il continuait son travail avec la même méticulosité, compulsant les données, visualisant mentalement les trains serpentant à travers le pays, anticipant les goulets d'étranglement potentiels, les conflits d'horaires invisibles pour les yeux non exercés. Il était comme un horloger solitaire, observant les rouages complexes d'une machine immense, dont les autres utilisateurs se contentaient d'appuyer sur les boutons sans comprendre la mécanique sous-jacente. Dans l'ombre des quais de triage virtuels, Antoine continuait à cultiver son obsession, ignorant superbement le mépris condescendant de ceux qui, un jour, pourraient désespérément avoir besoin de la mania de l'excentrique du rail. Le mardi matin commença comme n'importe quel autre jour à LNF, avec le bourdonnement familier des serveurs, le cliquetis des claviers et le flot constant d'informations s'affichant sur les écrans du centre de contrôle. Antoine était absorbé par l'analyse des prévisions de trafic pour la semaine à venir, notant mentalement les points de convergence et les marges de sécurité. Soudain, une vague de notifications d'erreurs commença à inonder les écrans. Des alertes rouges clignotaient partout, signalant des pertes de connexion avec les systèmes de suivi des trains, des dysfonctionnements dans les logiciels de planification des itinéraires et une paralysie générale des communications. La panique commença à se propager comme une onde de choc à travers le centre de contrôle. Les superviseurs hurlaient dans leurs téléphones, les techniciens se précipitaient vers les baies de serveurs, et le bruit ambiant monta en une cacophonie angoissante. Le cœur numérique de LNF venait de s'effondrer. Un cyberattaque d'une ampleur sans précédent venait de frapper l'entreprise, ciblant spécifiquement les systèmes de gestion des horaires et de la logistique. Les pare-feux avaient été franchis, les serveurs cryptés et les sauvegardes corrompues. Le réseau de planification centrale, le cerveau qui orchestrait le mouvement de milliers de tonnes de marchandises à travers le pays, était réduit au silence. La paralysie était totale. Plus aucun train ne pouvait être localisé avec précision, plus aucun itinéraire ne pouvait être recalculé, plus aucune nouvelle commande ne pouvait être traitée. Le chaos s'installait, menaçant de paralyser l'ensemble de l'économie nationale. Les jeunes cadres, habituellement 6 sur 2, erraient dans le centre de contrôle, les visages défaits,
leurs précieux tableaux de bord numériques désormais des écrans noirs et muets. Les algorithmes sophistiqués, si vantés pour leur efficacité, étaient devenus des outils inutiles, privés des données vitales nécessaires à leur fonctionnement. Le directeur des opérations, un homme habituellement impassible, avait le visage crispé par l'angoisse. Des appels paniqués affluaient des ministères, des industriels, des distributeurs, tous réclamant des explications, exigeant des solutions. La crise était d'une ampleur cataclysmique, menaçant d'entraîner des pertes financières colossales et des perturbations majeures dans l'approvisionnement du pays. Au milieu de ce tumulte, Antoine était resté assis à son bureau, observant le chaos avec un calme étrange. Ses propres systèmes, moins intégrés au réseau central, étaient encore fonctionnels. Sur son écran, ses tableaux d'horaire continuaient de s'afficher, immuables, comme des cartes d'un monde qui venait de basculer dans l'inconnu. Il réalisa l'ironie de la situation. Les connaissances qu'on avait en dédaigné, son obsession inutile, étaient peut-être la seule lumière dans l'obscurité numérique qui venait d'engloutir LNF. Alors que ses collègues se débattaient avec des systèmes hors service, Antoine sentit une lueur d'espoir naître en lui. Il savait quelque chose que personne d'autre ne savait, la structure profonde, la logique intrinsèque du réseau ferroviaire, gravée dans sa mémoire comme les sillons d'un disque ancien. Face à la paralysie numérique, la direction de LNF était en état de choc. Des équipes de cybersécurité étaient à pied d'œuvre, tentant désespérément de rétablir les systèmes, mais l'étendue des dégâts et la sophistication de l'attaque laissaient entrevoir des jours, voire des semaines, de chaos. Les tentatives de communication avec les conducteurs et les gares étaient fragmentaires et peu fiables. La localisation des trains était devenue une énigme angoissante. Au milieu de cette crise sans précédent, un nom commença à circuler, timidement au début, puis avec une insistance croissante, Antoine Moreau, l'excentrique du rail. Un jeune stagiaire, se souvenant des remarques pointues d'Antoine lors d'une réunion antérieure concernant une potentielle vulnérabilité dans le système de sauvegarde des horaires, suggéra, presque à voix basse, de faire appel à lui. Le directeur des opérations, au bord de la crise de nerfs, saisit cette idée comme une bouée de sauvetage. « Où est Moreau ? Qu'on me l'amène immédiatement !» Antoine fut escorté jusqu'au centre de crise improvisé dans l'ancien bureau du président. Autour d'une immense table en acajou, les cadres supérieurs de LNF, habituellement si distants et condescendants, le regardaient avec une attente fébrile. « Monsieur Moreau, commença le directeur des opérations, sa voix rauque de fatigue et d'inquiétude, on nous dit que vous avez une connaissance approfondie des horaires ferroviaires. Dans le contexte actuel. » Il laissa sa phrase en suspens, l'ampleur de la catastrophe rendant les mots superflus. Antoine, malgré la tension palpable dans la pièce, resta étonnamment calme. Il avait attendu ce moment toute sa carrière, sans jamais oser l'espérer. « Je connais le réseau, monsieur le directeur, répondit-il simplement. Les lignes principales, les lignes secondaires, les gares de triage, les capacités de chaque section, les types de marchandises habituellement transportées. J'ai passé des années à étudier ces informations. » Un silence incrédule accueillit ces paroles. Le chef du service informatique, un homme au visage blême, intervint avec un scepticisme évident. « Monsieur Moreau, nous parlons de milliers de trains, de centaines d'itinéraires complexes. Tout cela est géré par des systèmes informatiques sophistiqués. Comment pourriez-vous » Antoine l'interrompit doucement. « Vos systèmes sont à l'arrêt, monsieur. Moi, ma mémoire fonctionne encore. » Il demanda qu'on lui apporte de grandes cartes de France, des feutres de couleur et un tableau blanc. Pendant les heures qui suivirent, dans un silence respectueux et tendu, Antoine Moreau se transforma en une sorte d'oracle logistique. Les cartes devinrent le canevas de son esprit. Il traça les lignes ferroviaires avec une précision étonnante, annotant chaque section avec des informations cruciales. Les limitations de vitesse, les zones de travaux potentiels, qu'il connaissait grâce à ses lectures assidues des avis aux transporteurs, les types de locomotives nécessaires pour chaque trajet. Sa mémoire était une base de données vivantes, capable de restituer en un instant des informations que les systèmes informatiques mettaient des secondes, voire des minutes, à extraire quand ils fonctionnaient. Il visualisait mentalement les trains immobilisés à travers le pays, se représentant leur chargement, leur destination, leur importance pour la chaîne d'approvisionnement nationale. Puis, avec l'autorité tranquille de celui qui maîtrise son sujet, il commença à dicter des ordres. Des itinéraires alternatifs, des réacheminements d'urgence, des priorisations de marchandises essentielles. Il parlait de la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges avec la familiarité d'un chef de gare, décrivant des manœuvres complexes avec une clarté déconcertante. Il anticipait les congestions potentielles et proposait des solutions ingénieuses, basées sur sa connaissance intime des capacités et des contraintes de chaque portion du réseau. Les cadres supérieurs, d'abord sceptiques, étaient maintenant suspendus à ses paroles, réalisant l'étendue de son savoir et la valeur inestimable de son obsession. L'excentrique du rail était devenu le seul capable de naviguer dans le chaos logistique,
armé uniquement de sa mémoire encyclopédique et de sa passion dévorante pour les rouages du monde ferroviaire. La transformation d'Antoine Moreau en chef d'orchestre improvisé du chaos logistique fut aussi inattendue que salvatrice. Pendant les jours qui suivirent le cyberattaque, son bureau modeste devint le centre névralgique des opérations de l'NF. Entouré d'une équipe hétéroclite de logisticiens, de dispatchers et même de quelques informaticiens repentis, il travaillait sans relâche, puisant dans les profondeurs de sa mémoire pour reconstruire, brique par brique, le réseau de flux de marchandises à travers le pays. Les grandes cartes de France, constellées de ces annotations colorées, étaient devenues les nouveaux tableaux de bord, les seuls outils fiables dans ce désert numérique. Antoine dictait des itinéraires, ajustait des horaires, communiquait avec les quelques gares et conducteurs avec lesquels le contact avait pu être maintenu par des moyens alternatifs, radio portable, téléphone satellitaire, voire même de vieux fax. Son langage était précis, technique, mais toujours étonnamment clair, même pour ceux qui n'avaient jamais prêté attention à ces élucubrations ferroviaires auparavant. Il parlait des sillons horaires avec une familiarité presque poétique, visualisant mentalement les trains se croisant, se dépassant, s'insérant dans les créneaux disponibles avec une précision d'horloger. Face à un tronçon de ligne saturé, il proposait des itinéraires improbables, se souvenant d'une voie de service rarement utilisée, d'un embranchement particulier capable de décongestionner le trafic. Son intuition, nourrie par des années d'études et d'observation, se révélait d'une efficacité redoutable, déjouant les prédictions pessimistes basées sur l'absence de données numériques. L'équipe qui l'entourait, d'abord déconcertée par ses méthodes peu orthodoxes, fut rapidement gagnée par son assurance et par les résultats concrets qu'il obtenait. On commençait à l'appeler le maestro du rail, un surnom cette fois empreint de respect et d'admiration. Les cadres supérieurs, qu'il avait si longtemps ignorés, venaient maintenant le consulter avec une humilité surprenante, sollicitant son avis sur les décisions les plus critiques. Le chef du service informatique, reconnaissant l'étendue de la catastrophe que sa dépendance exclusive au système numérique avait engendrée, devint l'un de ses plus fervents collaborateurs, s'efforçant de traduire les connaissances d'Antoine en instructions claires pour les équipes sur le terrain. La tâche était herculéenne. Des centaines de trains étaient immobilisés à des endroits imprévus, leur cargaison parfois urgente, parfois périssable. Des usines attendaient des pièces détachées essentielles, des hôpitaux des médicaments vitaux, des centrales électriques du combustible. Antoine, avec sa vision globale du réseau, était le seul capable de prioriser les besoins, de réorganiser les flux, d'éviter un effondrement logistique national aux conséquences potentiellement désastreuses. Il travaillait jour et nuit, ne s'accordant que de courtes pauses, son esprit constamment absorbé par la résolution d'énigmes ferroviaires complexes. Il était alimenté par une énergie étrange, une force intérieure puisée dans sa passion enfin reconnue et dans la conscience de l'importance de sa mission. L'excentrique du rail, celui qu'on avait tant moqué pour son obsession, était devenu le pilier invisible sur lequel reposait la survie logistique de tout un pays. Alors que les jours se transformaient en une semaine éprouvante, la dépendance de l'NF à la mémoire encyclopédique d'Antoine Moreau ne faisait que croître. Les tentatives de restauration des systèmes informatiques progressaient lentement, confrontées à la sophistication de l'attaque et à l'étendue des dégâts. En attendant, c'était le réseau mémoriel d'Antoine qui maintenait le flux vital des marchandises à travers le pays. Il avait développé une méthode de travail étonnante, combinant ses connaissances approfondies du réseau avec des outils rudimentaires, des cartes papier annotées, des tableaux manuscrits, et une équipe de collaborateurs dévoués qui agissaient comme ses bras et ses yeux sur le terrain. Il interrogeait les agents de gare par téléphone, visualisant mentalement les configurations des voies, les types de matériel roulant disponibles. Il se souvenait des caractéristiques spécifiques de chaque locomotive, de leur puissance, de leur compatibilité avec les différentes sections de ligne. Sa capacité à anticiper les problèmes et à proposer des solutions en temps réel était stupéfiante. Face à un blocage signalé sur une ligne principale dû à un incident technique mineur, il était capable de suggérer en quelques secondes un itinéraire alternatif passant par une ligne secondaire rarement utilisée, en tenant compte de la charge du train, du type de locomotive et des horaires des autres circulations. Son savoir n'était pas statique, il était dynamique, constamment mis à jour par les informations fragmentaires qui lui parvenaient du terrain. Il était capable d'intégrer une perturbation imprévue, un glissement de terrain, une panne de signalisation dans sa cartographie mentale et d'ajuster ses plans en conséquence avec une flexibilité étonnante, surpassant de loin la rigidité des anciens systèmes informatiques. Au sein de son équipe, une culture de l'écoute et du respect s'était installée. On ne riait plus de ses manies. Ses connaissances étaient devenues une ressource précieuse, son bureau un lieu de consultation indispensable. Les jeunes cadres, autrefois si condescendants, venaient le solliciter pour comprendre les logiques profondes du réseau, réalisant que les algorithmes qu'il vénérait n'étaient que des outils, dépourvus de la compréhension intuitive et de la capacité d'adaptation humaine dont Antoine faisait preuve. L'histoire de l'excentrique du rail commençait à se répandre au sein de l'NF, devenant une légende en temps réel. On racontait ses prouesses, sa capacité à se souvenir de détails infimes, son intuition infaillible.
Il était devenu le symbole d'une expertise humaine trop longtemps négligée dans la course à la digitalisation à outrance. Le gouvernement, conscient de la gravité de la situation et de l'importance cruciale du travail d'Antoine pour éviter une paralysie économique nationale, lui fit parvenir des messages de soutien et de reconnaissance. On parlait déjà de décoration, de promotion. Mais Antoine restait concentré sur sa tâche, absorbé par l'orchestration complexe du trafic ferroviaire, son esprit naviguant avec aisance dans le labyrinthe des voies et des horaires, son réseau mémoriel étant le seul garant de la fluidité des échanges à travers le pays. Après plus d'une semaine de chaos et d'efforts acharnés, les équipes de cybersécurité annoncèrent enfin une percée significative. Une partie des systèmes de sauvegarde avait pu être récupérée, et les données essentielles commençaient à être restaurées. Le retour progressif à la normale s'annonçait, mais il serait lent et délicat, nécessitant une vérification minutieuse de l'intégrité des informations et une sécurisation renforcée des réseaux. Pour Antoine Moreau, cette nouvelle marquait la fin d'une période intense, où sa mémoire et son expertise avaient été les seuls remparts contre le désordre. L'effervescence autour de son bureau commença à retomber, les cartes annotées furent rangées, et les regards se tournèrent à nouveau vers les écrans qui reprenaient vie. Les jeunes cadres, soulagés du cauchemar numérique, retrouvaient peu à peu leur assurance habituelle, leur discours se parant à nouveau de termes techniques et d'acronymes barbares. Le chef du service informatique, après avoir chaleureusement remercié Antoine pour son aide inestimable, se plongea avec enthousiasme dans la reconstruction des systèmes, déterminé à tirer les leçons de cette crise et à renforcer la sécurité de l'infrastructure numérique de LNF. Antoine, quant à lui, retourna à son bureau modeste, dans son coin moins passant. Son travail de compilation et de mise à jour des horaires reprit, avec la même méticulosité qu'auparavant. Pourtant, quelque chose avait changé. Le regard que ses collègues portaient sur lui n'était plus teinté de condescendance ou d'amusement. Il y avait dans leurs yeux une forme de respect nouveau, une reconnaissance de la valeur de son savoir et de la pertinence de sa mania. Même les cadres supérieurs, lors de leur rare passage dans son secteur, lui adressaient un signe de tête discret, parfois même un sourire forcé. Il avait prouvé, de la manière la plus éclatante qui soit, que la connaissance humaine, l'expertise empirique, n'étaient pas des vestiges obsolètes face à la puissance des algorithmes. Il avait démontré que dans les moments de crise, lorsque la technologie faillit, ce sont les compétences et l'ingéniosité humaine qui peuvent faire la différence entre le chaos et le salut. La direction de LNF, consciente de la dette qu'elle avait envers Antoine, lui proposa un poste nouvellement créé, un rôle de conseiller stratégique pour la résilience du réseau, avec un bureau plus spacieux et une équipe à sa disposition. Il accepta, non pas par ambition personnelle, mais avec l'espoir de pouvoir transmettre son savoir, d'inculquer aux jeunes générations de logisticiens l'importance de comprendre la réalité physique du réseau, au-delà des abstractions numériques. L'excentrique du rail n'était plus un marginal. Il était devenu une figure respectée, un symbole de la sagesse et de l'expertise que seule l'expérience et la passion peuvent forger. Et même si les écrans du centre de contrôle s'illuminaient à nouveau, affichant des flux de données rassurants, chacun savait désormais que derrière la façade numérique se cachait une autre forme d'intelligence, un réseau mémoriel puissant et fiable, incarné par l'homme discret qui lisait toujours ses horaires de train avec une passion inébranlable. Les mois qui suivirent la cyberattaque furent une période de transition pour LNF. L'entreprise investit massivement dans la sécurisation de ses systèmes informatiques, tirant les leçons amères de sa vulnérabilité. Mais au-delà des mises à jour logicielles et des nouveaux pare-feux, une prise de conscience plus profonde s'opéra au sein de la culture de l'entreprise. L'importance de l'expertise humaine, la valeur des connaissances empiriques, furent enfin reconnues à leur juste mesure. Antoine Moreau, dans son nouveau rôle de conseiller stratégique, devint un mentor pour de nombreux jeunes employés. Il organisait des séminaires, des ateliers, partageant son savoir encyclopédique du réseau ferroviaire avec une passion communicative. Il les encourageait à sortir des bureaux, à visiter les gares de triage, à parler aux conducteurs, à comprendre les contraintes physiques du terrain. Il leur expliquait que les données numériques n'étaient qu'une représentation du monde réel, et que pour être de bons logisticiens, il fallait avoir une compréhension intime de ce monde réel. Son équipe de la résilience était composée d'un mélange de profils atypiques, d'anciens cheminots passionnés par l'histoire du rail, de géographes spécialisés dans les réseaux de transport, et même d'un historien féru de logistique militaire. Ensemble, ils développaient des plans d'urgence basés sur des scénarios de crise non conventionnels, anticipant des pannes majeures, des catastrophes naturelles ou de nouvelles formes de cyberattaques. L'héritage d'Antoine commençait à se construire, une philosophie de la logistique qui combinait la puissance de la technologie avec la sagesse de l'expérience humaine. On ne parlait plus de lui comme de l'excentrique du rail, mais comme du sage du réseau, de celui qui avait sauvé la nation grâce à sa passion et à sa mémoire. Son histoire devint un cas d'étude dans les écoles de management, un exemple de la manière dont des connaissances apparemment inutiles peuvent se révéler cruciales dans des situations inattendues. Les jeunes cadres, autrefois si prompts à moquer son obsession, venaient maintenant le consulter avec respect, cherchant à comprendre les subtilités du réseau qu'il maîtrisait si bien. Valérie Dubois,
une jeune responsable de la planification qui avait autrefois ignoré ses remarques, devint l'une de ses élèves les plus assidues, réalisant l'étendue de son erreur de jugement. L'entreprise LNF, échaudée par la crise, mit en place des systèmes de sauvegarde plus robustes, mais elle comprit également qu'aucune technologie ne pourrait jamais remplacer complètement la capacité d'adaptation et l'intuition d'un esprit humain connaissant intimement les rouages du système. Antoine continua son travail avec la même passion, trouvant une nouvelle satisfaction dans la transmission de son savoir. Il savait que le monde évoluait, que la digitalisation était inéluctable, mais il était convaincu que la compréhension profonde des fondements restait essentielle. Et dans les silences du centre de contrôle modernisé, on pouvait parfois entendre le murmure respectueux d'un jeune logisticien évoquant l'histoire de l'excentrique du rail, celui dont la mania avait sauvé la nation. Les années passèrent, et Antoine Moreau devint une figure emblématique de logistique nationale française. Son bureau, toujours un peu à l'écart mais désormais plus spacieux et lumineux, était un lieu de passage constant, où jeunes et moins jeunes venaient chercher son conseil, son intuition, sa connaissance inégalée du réseau ferroviaire. La cyberattaque qui avait paralysé LNF était devenue un lointain souvenir, une cicatrice numérique qui rappelait la fragilité des systèmes et la nécessité de ne jamais sous-estimer la valeur de l'expertise humaine. La philosophie de la logistique prônée par Antoine s'était ancrée dans la culture de l'entreprise, un équilibre subtil entre la puissance des outils numériques et la sagesse de la compréhension terrain. Les nouveaux systèmes de planification intégraient désormais des couches d'informations basées sur les connaissances d'Antoine, des règles et des alertes qui tenaient compte des contraintes physiques et des subtilités du réseau que seul son esprit encyclopédique pouvait appréhender. Il avait formé une nouvelle génération de gardiens du rail, des experts capables de naviguer dans le monde complexe de la logistique avec à la fois la maîtrise des outils technologiques et une compréhension profonde des réalités du terrain. Même après avoir pris sa retraite, son héritage perdura. Ses notes, ses cartes à noter, ses carnets remplis d'observations méticuleuses furent précieusement conservés, devenant une sorte de bible non officielle du réseau ferroviaire français. On se référait toujours à la méthode Moreau pour résoudre des problèmes complexes, pour anticiper des blocages, pour optimiser des itinéraires. L'histoire de l'excentrique du rail, moqué pour sa passion et finalement vénéré pour son savoir, continua d'être racontée, transmise de génération en génération de logisticiens. Elle rappelait que les passions, même les plus excentriques, peuvent receler des trésors insoupçonnés, et que la véritable intelligence réside souvent dans la capacité à voir le monde sous un angle différent, à valoriser les connaissances qui sortent des sentiers battus. Et quelque part, dans les archives de LNF, au milieu des schémas de câblage des anciens systèmes et des manuels d'utilisation des logiciels obsolètes, reposaient les cartes d'Antoine Moreau, témoignage silencieux d'un réseau mémoriel qui avait sauvé une nation, les sillons de la mémoire d'un homme qui avait écouté le chant discret des rails avec une passion qui avait fini par illuminer tout le pays.